Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois la très talentueuse Mélodie Barabé dans Wedding Divan. Pour moi, Mélodie est la nouvelle référence à suivre chez les photographes. Elle a choisi de communiquer sur tous les domaines dans lesquels elle exerce sur son compte Instagram, de ne pas se nicher et c'est sur ce sujet qu'on a décidé de discuter ensemble aujourd'hui. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello Mélodie, alors pour une fois, je suis chez toi. Tout à fait. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, bienvenue. Je suis ravie de t'avoir dans Wedding Divan, n'est-ce pas? Alors, désolée. On se marre parce qu'elle dit Wedding Gang tout le temps, mais voilà. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Mélodie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Mélodie, j'ai 35 ans. Je vis à Paris et je suis photographe à mon compte depuis 4 ans et je travaille dans 3 domaines distincts. Donc, je travaille dans le culinaire, donc je suis styliste et photographe culinaire. Je suis photographe de mariage et je suis aussi photographe pour des marques. Donc, je fais de l'identité de marque. Et je suis également formatrice en culinaire. Donc, j'ai des workshops culinaires. Et je suis également à la tête de ce qui s'appelle les shootings tangerines, qui sont des shootings clés en main, une retraite créative pour faire de la création de contenu pour les photographes de mariage. Et qu'est-ce que tu faisais avant? C'est ça qui m'intéresse. Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, j'ai eu une vie un peu, voilà, je suis un peu allée de tous les côtés. J'ai fait des études d'art. Au lycée, j'ai fait une filière littéraire. Ensuite, j'ai fait des études d'art pendant 3 ans. Ensuite, j'ai été nourrice pendant 4 ans. Énorme. J'ai bien utilisé mon diplôme, du coup. Tout à fait. Et je suis restée dans une famille où, en fait, ils faisaient un enfant tous les ans. Donc, hilarant, je suis rentrée dans la famille et puis après, tous les ans, il y a un nouvel enfant, donc je restais. En parallèle, j'ai été ouvreuse dans une salle de spectacle le soir. Et le week-end, je travaillais sur les marchés. Ah ouais. Tout ça pour essayer. 1000 vies. Ouais, 1000 vies, vraiment. Puis ça, en même temps, en plus, tout ça. Donc c'était. Mais franchement, c'était intéressant humainement, tu vois. Ça m'a apporté plein de trucs différents. C'était hyper chouette. Et après, quand j'ai eu 25 ans, j'ai démissionné de mes 3 boulots d'un coup. J'ai quitté mon mec et je suis partie vivre 1 an en Australie. New life. Voilà, ciao. Et j'ai appris l'anglais là-bas parce que j'étais très complexée J'avais fait une filière littéraire, j'ai eu 6 au bac en anglais. Et c'est un truc qui m'a toujours énormément complexée. Enfin, j'étais pas bien de pas savoir parler anglais. Donc du coup, je suis partie en Australie 1 an en me disant l'Australie c'est quand même bien loin, donc tu vois, au premier coup de déprime, tu rentres pas chez toi, quoi. Donc du coup, je suis restée, j'ai appris l'anglais, je suis revenue. Quand je suis revenue, du coup, je me suis dit, ça serait peut-être bien que j'utilise mon diplôme. Et du coup, j'ai cherché un métier dans le design, un poste quoi, dans le design, mais je trouvais pas. Donc en attendant, j'ai pris un job alimentaire chez Naturalia, où je suis restée 2 ans. Parce que après, quand tu commences à bosser chez Naturalia, en vrai, t'as plus de... Enfin, Naturalia, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une boîte qui te consume, tout ton être. C'est la grande industrie, quoi. Voilà, l'enfer. Et du coup, quand tu rentres, t'es tellement hameçonné par le truc qu'en fait, tu peux pas... moi, je vivais, je mangeais, je buvais, je dormais Naturalia, donc j'avais pas d'espace pour autre chose, donc j'ai arrêté de chercher un autre travail. Et au bout de 2 ans, quand vraiment j'en pouvais plus, je suis rentrée, j'ai cherché autre chose, et je suis rentrée dans une boîte qui s'appelle La Guinguette d'Angèle, qui est un traiteur événementiel. Oui, voilà, je suis restée 4 ans là-bas. Et je m'occupais de ce qu'on appelle un peu le pôle restauration. Donc en gros, il y avait des restos quoi, qui s'ouvraient. Et moi, j'ouvrais les restos, je recrutais un peu les équipes. Et puis j'étais avec eux sur le terrain. Et du coup, je faisais en sorte que tout se passe bien et que les restos tournent bien, quoi. Voilà. Et après, au bout de 4 ans, je suis partie. Et c'est là que je me suis lancée à mon compte. En photo. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la photo, du coup? En fait, j'ai toujours plus ou moins fait de la photo en parallèle.
de tous mes métiers. Et en fait, c'est sur la fin de la guinguette où je sentais bien que je m'ennuyais. Enfin, tu vois, j'étais vraiment... En fait, dans tous mes métiers, je suis toujours partie parce que je m'ennuyais. Enfin, en gros, le déclencheur, moi, dans ma vie, quand j'arrête de faire un truc, c'est parce que je m'ennuie. Donc là, j'étais sur la fin, mais le problème, c'est que à la fin de la guinguette, j'étais... je venais d'avoir 30 ans. J'avais déjà fait plein de métiers, je m'étais jamais trouvée, tu vois, je m'étais jamais dit ah là c'est ma place et tout, je me sens trop bien. Et du coup j'avais fini par penser que c'était moi qui avais un problème. Enfin, tu vois qu'en fait il fallait bien. Et puis tu vois les gens autour de moi me disaient bah oui mais parce qu'en plus la guinguette c'était un truc, enfin du coup apparemment tu connais, mais c'était un truc. De nom, enfin j'avais contacté une fois pour un shooting, j'avais pas répondu. Moi, à l'époque, c'était un truc, tu vois, quand je disais aux gens que je travaillais à la guinguette, les gens me disaient, ah, mais génial. Enfin, tu vois, socialement, c'était un truc valorisé, tu vois. Et, sauf que moi, je m'ennuyais, tu vois, j'étais malheureuse. Donc, mais je me disais, en fait, les gens en face avaient l'air tellement contents pour moi, tu vois, que je me disais, bon, c'est moi qui va pas bien, quoi. Et du coup, j'ai fait un truc qui s'appelle le Switch Collective. C'est un bilan de compétences, qui se fait en promo. Donc, on est 40. Moi dans ma promo en tout cas on était 40 et c'est en présentiel et en fait t'as 2 à 3 heures je crois que c'est 3 heures de collectif par semaine plus des exercices à faire toutes les semaines etc et je sais plus exactement combien de temps ça dure mais il me semble que c'est 3 mois et en gros tu revois tout c'est un bilan de compétences quoi donc tu revois tout ce que tu veux faire tout ce que tu veux pas faire ce qui te va pas et en fait comme on est 40 et qu'on a tous des expériences de vie différentes il y avait aussi bien des gens qui venaient de terminer leurs études et qui savaient pas quoi faire que des gens qui amorçaient leur retraite et qui se cherchaient une activité tu vois il y avait vraiment tous les profils et du coup tu profites d'une expérience qui est juste incroyable. Et moi, la finalité du truc, c'est que moi, je faisais de la photo en parallèle. De tous mes métiers, j'ai toujours fait de la photo à côté. Et moi, ça revenait quand même beaucoup. Moi, je parlais beaucoup de photos, tu vois. Mais je m'en rendais pas compte. Et donc, à la fin de mon truc, quand on a fait un peu, tu sais, les tours de qui fait quoi, qui en est où, qui nanana, moi, j'ai dit, moi, je sais toujours pas. Et tu sais, tout le monde m'a dit, mais toi, mais arrête. Genre, toi, c'est la photo. Tu ne parles que de ça, en fait. Donc, faut y aller. Et j'étais ah bon bah oui et tu sais ils m'ont refait le truc en mode donc là il y a ça là t'as parlé de ça là ça nanana blablabla donc j'ai dit ah bah ouais peut-être et en fait c'est vraiment eux qui m'ont moi j'avais vraiment ce truc de tu sais moi j'avais peur pour moi la vraie vie c'était la vraie vie ouais, des gros guillemets mais c'était genre le salariat tu vois moi j'avais très peur d'être à mon compte pour moi c'était un monde tu sais pour moi c'était un peu des huluberlus genre qui était freelance et tout j'étais en mode moi les vies de bohème là merci. Et j'étais vraiment tu sais je pensais vraiment comme ça et moi j'ai vraiment grandi avec ce truc de tu sais j'ai grandi toute seule avec ma mère on n'avait pas beaucoup d'argent et ma mère c'était vraiment elle m'a toujours répété que tu vois genre la sécurité c'était le CDI il faut avoir une bonne place un salaire nanana. Pas toute seule et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me défaire de ça vraiment et du coup le switch ça m'a vraiment déconstruite sur ça les gens m'ont vraiment dit au pire c'est pas grave genre tu te lances au pire t'y retournes voilà au pire ça marche pas si on trouve un CDI qu'est-ce qu'on s'en fout tu vois et j'étais bah ouais c'est vrai mais genre c'est un truc qui m'a quand même trotté pendant longtemps et au final j'ai mis après à la fin de mon switch j'ai mis je pense bien 6 mois avant de me lancer le temps que ça fasse son chemin et tout et du coup quand je me suis lancée j'ai quand même lutté contre beaucoup de choses tu vois ça a été dur pour moi les premiers temps et mais parce que j'étais mal entourée je pense et voilà maintenant jamais je reviendrai au salariat je le ferais si j'avais pas le choix évidemment mais je serais malheureuse vraiment ok voilà merci. Comme je te disais un peu en off juste avant qu'on enregistre, pour moi tu es devenue une des références à suivre en tant que photographe, mais pas que de mariage. Et justement c'est pour ça que je t'ai conviée dans Wedding Divan pour parler un petit peu de la niche. Pourquoi ne pas se nicher finalement ? Pourquoi toi t'as choisi d'aller vers plein d'horizons finalement. Écoute, je suis ravie de parler de ça parce que je sais que c'est un sujet qui questionne pas mal, notamment parce que moi j'ai un compte Instagram qui est assez actif, assez suivi, etc. Et c'est une question qu'on me pose assez souvent à ton avis, est-ce que je devrais faire plusieurs comptes Instagram avec un compte dédié à chaque activité parce que moi j'ai pas trop envie de choisir un seul domaine. Et je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup questionné, troublé, qui m'a beaucoup bloqué au début quand je me suis lancée. Donc le fait de pas être niché, etc. Donc voilà, je suis ravie d'en parler si ça peut aider. Alors du coup, ça me donne envie de te poser cette question-là. Pourquoi toi t'as choisi justement d'avoir un seul compte Instagram ?
Alors j'en ai un pour moi, mon contenu personnel, mes clients, mes photos, mes différents domaines, etc. Après, j'ai un compte avec mon associée Claudia, avec qui on fait des workshops de photographie culinaire parce que c'est un compte commun qu'on a toutes les deux. Et après, j'ai un compte qui est dédié à autre chose, au shooting tangerine, mais parce que c'est un autre projet et que ça c'est difficile. Enfin, c'est un projet en soi, donc ça c'est difficile de l'intégrer à mon contenu à moi, même si je le fais un petit peu, mais je peux pas. Il faut vraiment ce truc-là, il faut vraiment que ce soit un compte dédié 100% à ça. Donc voilà, en réalité, j'ai 3 comptes, mais mon compte principal, qui est donc Mélodie Barabé, celui sur lequel je publie tout mon contenu, mes réalisations, mes différents domaines, etc., je n'en ai qu'un, et dessus, je mélange le mariage, le culinaire, mes photos de marque pour d'autres clients, et également tout ce qui va être un peu entrepreneuriat, mindset, etc. Ok, et du coup, j'imagine que sur le culinaire, par exemple, c'est pas du tout la même clientèle que sur le mariage ou le lifestyle. Comment tu fais pour avoir un seul compte pour tout ça, en fait? Parce que ça, c'est une des questions qu'on m'a posée, moi, en tant que formatrice. Et du coup, j'ai envoyé vers toi, justement, en disant, regarde, elle le fait, quoi. Ouais, comment j'arrive à toucher une clientèle sans être spécialisée, c'est ça que tu veux dire? Il y a ça, et puis aussi, je sais que moi, j'ai une de mes coachées qui est photographe aussi, et qui avait ce problème-là, où elle fait des photos d'archi, et du coup, pas du tout la même clientèle que le lifestyle ou le mariage. Donc elle a pris justement cette option de faire plusieurs comptes, mais c'est hyper dur à gérer, quoi. Déjà c'est déjà moi j'ai du mal à en gérer un, donc comment te dire que 3 ce serait pas possible. Je pense que ça dépend de pourquoi les gens viennent te chercher. Moi par exemple, je te donne l'exemple du mariage. Dans le mariage, souvent, ce que mes clients me disent, c'est qu'en gros, ils m'ont sélectionné parce que ce que je propose est différent. Donc, différent, ça veut dire que sur mon compte, on voit différentes choses. Sur mon portfolio, pareil, je me cache pas de faire plusieurs domaines. Donc, ils me disent, en fait, on a fait 50 sites de photographes de mariage qui proposaient tous à peu près la même chose quand ils cherchent dans un même style. C'est des photos de mariage qui se suivent. Nous, on avait envie d'un truc différent et on est tombé sur ton compte et c'est ça qui a fait la différence. Donc moi, quasiment 100% de mes clients en mariage, c'est ce qu'ils me disent. Et du coup, ça fonctionne bien. Je pense que ça touche des gens qui sont peut-être plus sensibles à d'autres domaines, etc. Dans le culinaire, en toute franchise, je pense que ça a été plus long pour moi de percer, entre guillemets, que quelqu'un d'autre qui propose que du culinaire parce que qu'il y a ce truc où quand tu fais plusieurs choses, les gens considèrent que t'es pas spécialiste. C'est très français. Tu vois, évidemment. Et du coup, ça a été plus long dans le culinaire pour moi de toucher ma cible, ma clientèle cible. Mais j'ai quand même réussi, à force de travail parce que j'ai persévéré et voilà. Mais par contre, ça, faut en être conscient, c'est un peu plus long. Et après, les marques, c'est autre chose. Je pense qu'eux, ils me trouvent pas par Instagram. Donc je pense que c'est différent. Mais je pense que malgré tout, montrer que je travaille avec des marques sur Instagram, ça vient souligner un peu le côté haut de gamme, entre guillemets, de mon travail. Et du coup, ça ramène un peu une confiance des autres gens. Donc, des gens qui vont me choisir pour le mariage et des gens qui vont me choisir pour le culinaire. Et le culinaire, ils te trouvent sur Instagram? Ouais. Souvent? Ok. De toute façon, moi, 80% de ma clientèle, c'est Instagram. Et c'est quoi les 20%? C'est mon portfolio, le bouche à oreille. Ok. Et donc, pourquoi tu as fait ce choix, toi, vraiment de pas te nicher, d'aller vers différents univers? Parce que moi, j'ai jamais trop réussi à me cantonner à un seul truc. C'est vraiment un truc dans ma vie, c'est impossible pour moi. Et je pense que c'est vraiment une question de tempérament, de personnalité. Moi, je peux pas... J'aurais jamais pu, tu vois, me dire, vas-y, je fais du mariage, je fais que ça. En fait, j'ai envie de mourir au bout d'un moment. Enfin, tu vois, j'ai vraiment je suis obligée de faire différentes choses, d'alterner, de passer d'un sujet à l'autre, le culinaire, le mariage, les marques, même les workshops à côté, même faire de la DA pour des shootings, etc. En fait, tout s'alimente, tout est très complémentaire et ça me nourrit énormément, ça me permet de rester créative et franchement, si j'étais dans un tunnel toute l'année où je fais que du mariage, en fait, au bout d'un moment, j'aurais plus d'idées, je m'ennuierais, j'en aurais marre. Ça m'intéresserait plus, enfin je le sais, tu vois. Et là vraiment en alternant, en fait à chaque fois que je reviens sur un domaine différent, je suis trop contente. Alors que je sais que si je le faisais en continu, ça me ferait chier. Donc c'est ça que ça m'amène. Mais c'est vraiment une question de personnalité. Il y a des gens après qui font que du mariage et qui sont très contents, ils sont dans leur zone de confort, ça leur plaît, ils ont toujours des idées, ils sont toujours créatifs. Moi j'y arrive pas. Moi j'ai vraiment besoin de faire plein de trucs différents pour m'alimenter différemment.
Et du coup, tu disais que tu étais DA sur certains projets, c'est-à-dire tu fais quoi exactement? Alors ça peut être sur mes projets personnels à moi, donc comme les shootings Tangerine qui sont une retraite créative pour des photographes de mariage. Et après, parfois, je fais de la DA aussi pour mes clients. C'est-à-dire que j'imagine tout le shooting. Ils me disent, voilà, on aimerait faire tel shooting de telle collection. Ils arrivent avec un mood board. Bon, en général, tu vois, les mood boards des clients, il y en a 3 photos, c'est pas la folie. Et du coup, ils me disent, est-ce que tu peux imaginer un univers pour ça? Et du coup, moi, je viens avec mes idées et je fais la direction artistique du shooting. En plus de faire les photos, j'amène toutes les idées de contexte, d'univers, d'accessoires, tout. Et voilà. Trop bien. C'est quoi les différences entre, dans les différents domaines que tu as et les points communs sur chaque métier? Je vais commencer par le mariage. Donc le mariage, photographe de mariage, c'est vraiment c'est l'humain. Enfin, pour moi, c'est vraiment un truc. Je dirais pas que la photo est secondaire dans ce truc-là, évidemment que non, mais c'est vraiment tes qualités humaines qui prennent le dessus. Pour moi, dans mon prisme, c'est vraiment, il faut savoir connecter avec les gens, il faut savoir se fondre un peu dans toutes les situations, il faut savoir réagir vite et bien à tout, il faut savoir anticiper les besoins des gens pour y répondre de la bonne manière, il faut sentir qu'un truc va se passer pour être au bon endroit au bon moment. Il y a vraiment un truc humain très très fort où voilà, t'es vraiment en connexion totale avec les gens tout le temps. Moi, sur un démarrage, je pleure beaucoup, je rigole beaucoup, je me fais des potes. C'est vraiment un truc très social et tout. Et après, il y a la partie photo évidemment qui est presque rodée. Tu vois, c'est-à-dire que j'arrive sur le mariage, je sais ce que j'ai à faire. Je sais quelle photo j'ai à faire, quand, je sais comment organiser les trucs, je sais comment placer les gens, je sais comment blablabla. Donc ça, c'est presque un truc que je fais sans même y penser. C'est vraiment un truc social avant tout. Du coup, sur la partie photographe de mariage, est-ce que tu vas amener ta partie culinaire, par exemple, sur toute la partie traiteur? Oh là, ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Ah bah si, justement, c'est important. C'est important parce que si les gens viennent te voir pour ça sur ton Instagram, j'imagine qu'ils attendent aussi un peu de photos de bouffe. Ouais, et pas du tout. Pas du tout? Non. Quand on fait le rendez-vous, moi je leur dis, et je le dis et je l'assume, je suis désolée si on a des traiteurs qui nous écoutent, mais moi je ne peux pas en fait. Vraiment ce truc d'être photographe culinaire à côté, ça fait que moi les pièces traiteurs, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que vraiment sur les plateaux, je suis là, ouh là là, j'ai presque envie de me cacher les yeux, c'est pas possible tellement je trouve ça moche. Donc je suis désolée. J'ai bien posé cette question. Je suis désolée. Non mais t'as raison. C'est sûr qu'il y a des différences entre justement après. Sur la photographie culinaire, j'imagine que tout est préparé, structuré, machin, pour que ça soit très joli, très droit, très machin. Et que après, il y a moyen de faire des jolies photos des pièces cocktails. Parfois, je me donne la peine, tu vois, quand... Sur le wedding cake, maybe? Ouais, et encore, parce que t'as pas la lumière, t'as les feux de Bengale, c'est pas non plus, voilà. Mais non. Mais ça, je le dis en rendez-vous aux gens. Je leur dis, par contre, parce qu'ils me disent, oui, on a vu que tu faisais du culinaire, donc du coup, blabla, je leur dis, oui, alors par contre, le culinaire, je vous explique comment ça se passe. Donc, je leur fais le brief d'une une scénographie que je fais culinaire. Je leur dis, à votre mariage, ce sera pas comme ça. Donc, je ne pourrais pas faire les mêmes photos. Et de toute façon, c'est jamais un souci pour eux. Globalement, mes mariés, ils me disent, ok, tant pis, on s'en fout des canapés, quoi. Donc non, je fais très peu de photos de nourriture sur les mariages. J'en fais parfois, j'en ai aucune. Ouais. J'imagine. Ok. C'était une petite parenthèse, c'est important. Ok. Donc ensuite sur les différences et les points communs. Alors du coup, donc le culinaire, comme on disait, c'est l'inverse du mariage puisque je travaille seule chez moi. Donc je suis vraiment, en général, ce qui se passe, c'est que j'ai un client qui m'appelle pour me dire, je sais pas, je te prends un exemple. Admettons, t'es bonne maman, tu sors une confiture de cassis, j'en sais rien, et tu veux faire la promo de ta confiture sur les réseaux sociaux, tu m'appelles, tu me dis voilà, j'ai une nouvelle confiture, on aimerait 3 ambiances avec 8 photos, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc tu fais un mood board, un devis, nanana, blabla, il t'envoie les produits, tu fais les trucs chez toi. Moi, je travaille comme ça. Du coup, je vais imaginer tout du début à la fin. C'est-à-dire que moi, je vais proposer, s'il y a des recettes, je vais proposer les recettes. Je suis pas non plus une cuisinière hors pair, donc je vais proposer des recettes simples, mais malgré tout, je vais proposer des trucs qui sont photogéniques. Là où eux, ils vont peut-être me dire, on fait des tartines. Je vais être là, non, parce que les tartines, c'est moche. Donc je vais proposer autre chose, des scones, tu vois, j'en sais rien. Un truc photogénique qui rendra bien, qui mettra en valeur leurs produits. Et ensuite, je reçois les produits, je fais ma mise en scène.
Je fais mes photos, j'envoie pour validation, ils valident ou pas, on ajuste ou pas. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc très maîtrisé au millimètre. Parfois j'ai des retours du genre, est-ce qu'on peut déplacer la cuillère de 2 mm sur la gauche? Donc c'est vraiment, autant te dire que sur le mariage tu penses pas à ça, enfin, tu t'en fous, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est l'inverse, parce que je travaille seule et que c'est très maîtrisé. Là où sur le mariage tu maîtrises rien, enfin t'es un peu, si tu maîtrises certaines choses, mais globalement Tu fais exprès. tu réagis à l'instant, tu vois, c'est pas un truc où t'organises chaque moment pour que machin, tu vois, tu peux positionner les gens, tu peux leur dire rapprochez-vous de telle lumière, etc., mais tu vas pas non plus t'amuser à leur dire bah là est-ce que tu peux me remettre ta mèche de 2 mm, enfin tu vois, c'est donc ça c'est très différent. Et après pour les marques c'est un peu pareil que pour le culinaire, mais du coup sans préparation de recettes, sans voilà. Mais il y a aussi, après les marques c'est assez différent parce que souvent ils ont un brief très arrêté, donc c'est un petit peu moins créatif parce que tu peux moins proposer de choses. C'est peut-être, c'est peut-être le truc le moins. En général, t'as une scéno qui correspond déjà à l'univers de la marque et tu poses tes produits et puis tu switches. Donc voilà. Ok. Et sur la formation, enfin, tu n'appelles pas ça formation du coup? Le shooting tangerine, non, c'est un shooting clé en main, ce n'est pas une formation. Mais là c'est ce que j'aime le plus faire parce que c'est vraiment un univers qui naît dans ma tête et que je transpose en mood board. Après, bon, évidemment, les prestataires avec qui je travaille pour créer le shooting ont leurs idées, etc. Donc c'est quand même un travail collaboratif. Évidemment que je dis pas à tout le monde on fait comme ça et c'est tout. Chacun vient avec ses idées et des choses qui vont leur servir à eux et c'est normal. Mais du coup, c'est un travail quand même collaboratif sur la base d'une idée que j'ai eue et d'un univers que j'ai envie de créer. Et c'est assez fou, en vrai, de donner vie à un projet comme ça. Enfin, tu sais, moi, j'imagine un peu des images dans ma tête et tout. Et après, le jour du shooting, ça prend vie et le truc est énorme. On est 30. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et tu sais, sur ces moments-là, j'ai beaucoup de mal à prendre du recul et à me dire, putain, c'est ouf, quand même que ça ait pris vie comme ça. Donc c'est assez incroyable en termes de transformation, tu vois, de ce que t'imagines versus ce que ça devient. Ça, c'est assez fou. Et après, il y a par contre les workshops de photographie culinaire que je fais avec Claudia, mon associée. Et là, par contre, c'est de la formation 100%. Et là, c'est encore autre chose. Enfin, là, c'est vraiment de l'accompagnement. C'est vraiment prendre les gens par la main pour leur apprendre, leur transmettre, leur donner envie de faire, leur donner confiance. Ça, c'est une grosse part du travail, d'arriver à les convaincre que si toi, tu y arrives, eux, ils peuvent y arriver aussi. Et voilà. Et là aussi, on imagine des scénos culinaires. Mais là, c'est pour nous, c'est pas pour des marques. Donc, on fait ce qu'on veut. Et voilà. Ok, et les avantages et les inconvénients de se nicher ou de ne pas se nicher? Alors, moi je peux parler que pour moi, c'est mon expérience personnelle, mais moi je trouve que se nicher, admettons que demain tu fais que du culinaire, moi j'aurais peur, bon je peux pas vraiment en parler parce que je l'ai pas fait, mais moi j'aurais peur d'être vite à court d'idées parce que je trouve que en fait de switcher d'un domaine à un autre, ça me donne toujours des nouvelles idées pour autre chose. Vraiment un des désavantages, moi j'aurais peur de plus avoir d'idées, de manquer de créativité, de m'ennuyer, et puis d'être trop enfermée dans un truc. Enfin, moi, j'aurais vraiment peur que du coup, tu vois, je trouve, oh là là, je vais pas me faire des amis dans ce podcast. Je trouve que dans le milieu du mariage, désolé les gars, il y a beaucoup de gens qui sont un peu fermés, tu vois. Ils voient que par le mariage, ils pensent que par le mariage, ils ont du mal, tu vois, à sortir de ce truc-là. Et je trouve que ça se voit très vite, genre quand tu parles avec quelqu'un du milieu du mariage, ça se voit très vite s'il fait autre chose ou pas. Parce qu'en fait, dans sa façon de réfléchir, il y a un truc qui est pas pareil, tu vois. Et ouais, moi je trouverais ça dommage d'être un peu limité à un domaine et de voir que par ce prisme-là. Parce qu'en fait, la photo, ça reste juste un moyen d'expression. Et en réalité, quand t'es photographe, tu peux tout photographier, il y a pas de limite. Enfin, tu vois, il suffit alors oui, il y a des choses techniques à savoir pour tous les domaines, mais ça s'apprend, tu vois, rapidement. Et après, en fait, à partir du moment où tu sais composer tes photos, t'as l'œil et t'es créatif, en réalité, demain, tu peux te reconvertir en photo de n'importe quoi, tu seras bon, tu vois, il y a pas de raison. Ok. Et les inconvénients? Les avantages, pardon. Les avantages, c'est ce que je te disais, moi ça me permet de rester créative, ça me permet d'alimenter chaque domaine et d'avoir toujours des nouvelles idées. Jamais, tu vois, un client, je vais lui reproposer 2 fois la même recette, la même scéno et tout, parce qu'en fait, entre-temps, je vais avoir un client qui va me contacter pour du culinaire. Entre-temps, j'aurais fait un shooting tangerine, donc j'aurais vu que sur tangerine, je sais pas, j'ai utilisé des fleurs violettes et ça faisait un beau contraste avec je sais pas quoi, donc du coup, je vais essayer de recréer ça dans ma scéno culinaire en proposant ça à mon client parce que lui, sa marque, elle tire sur le violet, donc nanana, enfin, tu vois, c'est des liens qui se font comme ça, assez naturellement pour moi, qu'en vrai je serais assez incapable de déconstruire comme ça pour t'expliquer, mais en tout cas moi je trouve que c'est très ça nourrit vraiment énormément ma créativité. Et voilà, et après franchement les avantages pour moi c'est que du coup ça me permet aussi d'être en lien avec beaucoup de catégories de gens différentes. Donc c'est intéressant parce que tu vois dans les marques
c'est des clients plutôt luxe. Donc, il y a des codes, tu vois, il y a des trucs qui vont avec. Où, bon, c'est moins mon monde, tu vois, que le mariage, par exemple, où le mariage, clairement, moi, je suis vraiment 100% moi-même et j'arrive et je fais des blagues de merde et je rigole, tu sais, sans me retenir et je suis hyper pote avec tout le monde et il y a pas de souci, tu vois. Donc, dans le milieu du luxe avec les marques, tu fais pas ça. Et du coup, mais c'est hyper intéressant, tu vois, sociologiquement parlant, d'étudier un peu toutes ces strates-là et de dire, ok, bah là, ça passe, ça non, ça, nanana. Et du coup, après, tu peux vachement plus t'adapter. Je trouve que ça te permet, tu vois, même sur les mariages, bon, les mariages sont tous aussi différents. Et parfois, tu sais, tu reconnais des profils sur les mariages parce que tu les as vus ailleurs, sur tel contrat avec des clients. Et donc, du coup, tu sais aussi comment les prendre. Enfin, je trouve qu'en fait, du coup, d'avoir tout ça, ça me permet de m'intégrer beaucoup mieux à tout le temps. Et ça m'a appris beaucoup de choses humainement, d'avoir toutes ces typologies différentes de clients en face de moi, aussi bien, tu vois, dans les échanges, pareil, les échanges de mails, j'ai appris très vite. Genre, au début, je pense que ma première année où je me suis lancée à mon compte, donc il y a 4 ans, c'était très dur pour moi à la rédaction des mails parce que je me faisais un peu maltraiter au début, tu vois, j'étais un peu, les gens me payaient pas, ils me répondaient pas, enfin tu vois, c'était un peu lourd et j'avais pas les bonnes tournures de phrases, je savais pas trop comment m'y prendre et j'envoyais des mails un peu passifs-agressifs, tu vois. Et vraiment un truc pas du tout à faire. Et maintenant, j'arrive vachement et j'ai appris très vite, tu vois, grâce à ça, parce qu'en fait, j'ai eu plein de clients différents. Et après, les gens, ça les intéresse aussi, tu vois, de savoir ce que tu fais d'autre. Tu leur racontes, donc tu crées des liens plus facilement aussi. Moi, quand j'arrive sur un mariage et que je leur dis que je suis styliste culinaire, ils sont passionnés. Toi, on en parle pendant une demi-heure, mais du coup, tu fais quoi? Mais du coup, non. Et la question qu'on me pose toujours, c'est, mais du coup, tu manges tout ce que tu photographies, tu vois, c'est marrant. Ah oui, une bonne question. Et alors? Non. La réponse est non. Et déjà parce que quand tu bosses avec des grands chefs par exemple, une fois sur deux, ce que tu photographies c'est du factice. C'est pas les vrais gâteaux, c'est des faux. Et ensuite juste tu peux pas. En fait quand tu fais une céno de 10 cônes, tu peux pas manger 10 cônes, t'en manges un et puis après t'en mets 2 au frigo et puis après tu donnes à tes voisins. Donc non, je mange pas et tout. Mais du coup ça crée de l'intérêt, ça crée de l'interaction et puis même après d'être très active, tu vois, sur les réseaux, ça sur Instagram notamment parce que moi je suis active que là. Je pense que ça donne aussi un élan, tu vois, en fait c'est possible et c'est cool. Tu vois, là où je pense que la majorité des gens se disent moi si je veux être photographe, il faut que je sois photographe de mariage, il faut que je sois photographe culinaire, il faut que je sois photographe, j'en sais rien, d'archi, tu vois, peu importe, mais les gens ont du mal encore un peu à se dire je peux faire plein de trucs différents et j'aime bien, tu vois, poser ce truc là en disant moi je fais plein de trucs différents et ça marche et en fait c'est possible. Et du coup, si tu devais donner un conseil dans chaque domaine que tu fais à une personne qui se lance, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, dans le mariage, je pense que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas démarrer à des tarifs trop bas. Ça sent le vécu ou? Non, pas trop parce que moi j'ai pas, si mon premier mariage, je l'ai fait genre pour 500 € je pense, donc voilà, horrible. Mais c'est plus parce que plus on commence bas et plus on a de mal en fait à augmenter et à se faire rémunérer à la juste valeur de son travail. Alors que, en réalité, le mariage, ça dépend des gens parce que ça dépend du temps que tu mets dans ta post-production. Mais en fait, le mariage, c'est quand même plusieurs jours de travail. Et si demain, tu commences un travail dans lequel t'as aucune qualification, un travail en salarié, tu serais quand même payé le SMIC, même si tu sais pas le faire. Donc en fait, pourquoi ce serait différent en freelance? Il y a pas de raison. Donc il faut quand même se rémunérer au minimum pour pouvoir vivre, ça c'est quand même la base. Donc déjà pour moi moins de 1500 € c'est pas possible. Okay. Et j'ai quand même un deuxième conseil pour les photographes de mariage, c'est de faire pas mal de mariages en second. Donc d'écrire à des gens si le travail vous inspire, vous leur écrivez, vous leur dites oui, est-ce que je peux venir avec toi sur un mariage, etc. Ils diront pas tous oui, mais on apprend vraiment, faut vraiment être sur le terrain. Pour moi, le mariage, c'est vraiment un truc, non, moi je l'ai pas fait. Mais du coup, moi je l'ai pas fait, je me suis lancée comme ça dans le bain toute seule, mais je regrette vraiment parce qu'il y a des choses que j'ai apprises sur le tard et je me suis dit putain mais ça m'aurait tellement facilité la vie de le savoir 2 ans avant, tu vois. Et après j'ai fait mon truc ma tambou toute seule et tout et voilà, et après en discutant avec des gens, j'ai appris d'autres choses et voilà, et avec mes potes et tout, on se raconte un peu comment se passent nos mariages, donc voilà. Et moi je n'ai jamais été seconde pour personne. Et là là aujourd'hui j'en ai plus besoin, mais j'ai envie. Parce que du coup, comme je l'ai jamais fait, je me dis ça serait trop intéressant en fait d'être second et d'aller voir comment quelqu'un d'autre travaille et tout. Et je suis persuadée que c'est un truc que j'aurais gagné un temps incroyable en le faisant au début. Clairement. Ma première année, j'aurais dû le faire et même si tu fais pas que ça, mais tu vois, t'en fais 2, 3, 4. Honnêtement, après tu peux te lancer. Ça
Ça, c'est important, je pense. Clairement. Ensuite, culinaire. Beaucoup s'exercer chez soi, même si c'est sur des trucs simples, même si c'est j'achète un gâteau à la boulangerie, je mets un fond au sol et un fond derrière et je mets un torchon sur le côté. Vraiment juste travailler ses compos, travailler ses angles, ça c'est très important parce qu'en culinaire, en vrai, 9 fois sur 10, ce qui te fait ta photo, c'est d'avoir le bon angle. Donc ça, l'angle, il faut vraiment l'avoir dans l'œil. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les workshops avec Claudia, où en fait, on leur explique les angles, on leur montre. Donc on est vraiment devant eux, on leur montre l'angle à 90, c'est ça, à 45, c'est ça, à 75, c'est ça, et le flatlay, c'est ça. Personne n'y arrive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on arrive et que, tu sais, on prenne leurs mains en leur disant, non, là, c'est 45, ok, là, c'est 45. Et en fait, ça, faut le refaire, le répéter. Et à la fin de la journée, ça y est, ils l'ont dans l'œil, tu vois. Et ça, il faut vraiment l'apprendre. Ça, c'est un truc, c'est incontournable. En culinaire, il faut connaître tes angles et il faut connaître tes règles de composition. Ça, c'est important. Et donc, voilà, pour les apprendre, tu peux que t'entraîner, quoi. Ok. Et sur la partie, alors j'allais dire workshop, même si c'est un workshop. Pour Tangerine? Ouais, Tangerine. Quelqu'un qui voudrait lancer soit un workshop, soit un shooting comme ça d'inspi ou... Je lui dirais de ne surtout pas sous-estimer la dose de travail que c'est. Parce que moi, je me suis lancée un peu en me disant, ça va être bien, je vais créer un shooting, tu vois. Moi, je me disais, la tête dans les nuages, ça va me prendre 2 semaines, tu vois. Pas du tout. Un shooting Tangerine, 4 mois de travail. Donc voilà, pas négliger le travail que ça prend parce que c'est un travail, enfin, c'est énorme comme effort. Enfin, les gens imaginent pas, je pense. Et garder en tête que parfois, les gens sont déçus. Et c'est normal. C'est comme ça. Parfois, les gens, ça correspond pas à leurs attentes. Ils espéraient quelque chose et ils l'ont pas. Ou peut-être ils projetaient sur toi, tu vois, quelque chose qui s'attendait à vivre ou à découvrir, ou voilà, j'en sais rien, et c'est pas arrivé. Et en fait, ça dépend pas de toi, ça dépend de eux, de ce qu'ils ont projeté sur toi, parce qu'ils pensent qu'ils connaissent des choses, etc., enfin, de toi, et en fait, c'est pas le cas. Moi, honnêtement, c'est pas un truc que je cache, hein, c'est pas tabou pour moi. Moi, j'ai des gens qui ont déjà été déçus sur des éditions Tangerine, et après, c'est pas grave. En fait, on apprend, les gens sont déçus. Évidemment, dès que de toute façon, quand tu produis quelque chose pour les gens, il y a toujours un risque que ce soit pas à la hauteur de leurs attentes, ou qu'ils espéraient autre chose, ou que, voilà. Le risque existe. Évidemment, parfois, ils sont déçus, c'est comme ça. C'est un truc qu'il faut avoir en tête parce que moi, je l'ai très mal vécu. Moi, mes premiers retours négatifs, honnêtement, j'en ai pleuré. Hein. Enfin, j'étais vraiment... j'étais deg de fou. Mais après, j'ai appris, tu vois. Enfin, j'ai appris de mes erreurs. J'ai mis des trucs en place très vite pour remédier à ça. C'est aussi le bon côté de monter un business toi-même. C'est qu'en fait, t'es décisionnaire de tout. Donc dès qu'un truc ne va pas, tu le changes. Donc moi c'est ce que j'ai fait et j'ai beaucoup adapté. Là Tangerine aujourd'hui, l'édition numéro 9 là qui arrive, c'est plus du tout la même chose que les premières éditions. Ça a complètement changé, ne serait-ce qu'en termes de programme d'accompagnement, de moi, ma présence, parce que je te le disais un peu en off, mais moi au début j'avais pas du tout conscientisé qu'en fait les gens venaient aussi sur Tangerine pour être avec moi, enfin sans me la raconter, mais genre pour échanger avec moi, quoi. Oui. Et au début je l'avais pas trop conscientisé, et au début j'étais du coup j'étais pas absente, mais tu vois j'étais pas t'étais dans l'orga, quoi. Voilà, j'étais beaucoup dans l'orga, j'étais beaucoup pas tellement disponible au niveau de mon cerveau, quoi. Et ça j'ai remédié à ça. Maintenant je suis beaucoup là, je suis très présente, et voilà. Donc pas négliger la dose de travail que c'est, et être conscient qu'il y aura des déceptions, que c'est pas grave. Dans tout, ouais. Tout ce que tu fais, en fait, il y a des gens qui peuvent être déçus. Oui, c'est sûr. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ce qu'il faut faire, en fait, c'est de rebondir pour la prochaine fois. Ouais. Moi, je sais que j'ai eu une mariée qui a été déçue une fois parce que j'avais pas abordé un sujet particulier de sa vie, parce que j'avais fait ce choix parce que je me suis dit... En étant officiante, ouais. J'avais fait ce choix parce que ils en parlaient beaucoup dans leurs vœux et leur famille en parlait beaucoup dans leur discours. Donc je me suis dit, moi je vais m'axer sur d'autres sujets. Ben non, elle aurait voulu que j'en parle plus. Donc maintenant j'ai un questionnaire supplémentaire qui dit à la fin de tous les questionnaires qu'ils ont remplis, parce que moi je suis fille au questionnaire. Ok, maintenant vous avez répondu à tous les questionnaires. Quels sont les 3 sujets les plus importants pour vous, qu'il faut pas que j'oublie dans la cérémonie. Comme ça, j'ai remédié à ce problème-là. Ouais. C'est ça le truc, c'est de trouver
un truc pour la prochaine fois qui améliore le process, quoi. Bah ça, demander les feedbacks, et ça, quel que soit le domaine, que ce soit le mariage, le culinaire, les workshops, peu importe, c'est trop important de savoir ce que les gens ont pensé, et vraiment, en fait, de créer, tu vois, cet espace d'échange. Moi, généralement, pour Tangerine, j'envoie un questionnaire de feedback après le shooting, quelques jours après. Et vraiment, mon mot d'ordre, c'est vraiment sentez-vous libre. De tout dire, de tout écrire, même si c'est pour me tracher, même si vous êtes vénère, même si voilà, j'en sais rien, dites-moi tout. Vraiment, c'est très très important pour moi parce que ça me permettra d'améliorer pour la suite. Et ça, je pense que c'est important de bien le souligner, de pas juste envoyer le feedback en disant bon bah dites-moi ce que vous en avez pensé. Vraiment, moi je précise bien, dites-moi tout, n'hésitez pas, allez-y, je suis prête, on y va quoi. C'est bon. Après, moi, si je peux me permettre aussi de t'en donner un conseil, ce que je fais sur mes formations, c'est qu'avant chaque module, je leur demande ce qu'elles attendent. Et du coup, ça me permet justement de pas avoir ce delta en fait de se dire elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas eu ça. Parce qu'en fait, quand tu leur demandes avant, elles peuvent pas se dire j'ai pas eu ce que je voulais parce que je te l'ai dit et du coup je l'ai pris en compte. Tu vois. Ouais, là ça fait 3 éditions aussi que je fais ça sur Tangerine. J'envoie un questionnaire avant pour demander aux gens quelles sont leurs attentes en termes de contenu, en termes humains et si jamais il y a des besoins spécifiques techniques. Donc du coup tu l'as déjà fait. Ouais. Ouais, parce que effectivement ça permet de bien cadrer. Puis moi ça me permet aussi de repérer. Un truc que je faisais pas trop avant aussi, c'est que j'avoue que les gens arrivaient sur Tangerine et j'avais pas forcément trop regardé leur travail. Et du coup je situais pas bien leur niveau, enfin tu vois j'étais un peu, tu vois, je me disais je découvrirai comme ça et en fait pas du tout, enfin tu vois t'as pas le temps, le truc démarre, t'as pas le temps de regarder le travail de tout le monde. Donc maintenant je fais des questions, donc compte Instagram, portfolio, je vais bien checker, tu vois, qui en est où, à quoi ressemblent les portfolios, etc. pour moi avoir cette connaissance là. Et après maintenant sur Tangerine on fait des reviews de portfolios tous ensemble et on démarre par ça. Donc comme ça, non seulement moi je situe bien le travail des gens, mais en plus entre eux, ils arrivent à situer qui fait quoi, qui a telle patte, qui en est à quel niveau, qui a fait combien de mariages, Comme ça, si jamais tu vois la personne qui a fait 2 mariages, elle a des questions, elle va pas aller la poser à la personne qu'on n'a pas fait, tu vois, elle va aller se tourner vers la personne qui peut-être en a fait 10 ou vers moi, ou voilà. Et ça permet de vraiment bien situer les gens. Et pareil, je trouve que ça développe aussi vachement le côté entraide dans le sens où les gens qui du coup, comme j'essaye de cultiver une ambiance sympathique et bienveillante, du coup les gens n'ont pas peur de dire qu'ils se sentent pas à l'aise, qu'ils ont peur, que machin, que truc. Donc ça c'est un truc qu'on écoute et qu'on prend en compte. Et du coup ces gens-là sont particulièrement bien encadrés par les autres, donc par moi mais aussi par les autres photographes, etc. pour tu vois vraiment être propulsés, tirés vers le haut et que vraiment ça leur donne un boost d'énergie parce que les workshops c'est aussi ça. En réalité un workshop ça sert ça sert pas qu'à ça mais ça sert énormément à te booster en confiance et à te nourrir de l'expérience des autres et des retours qu'ils te font. Donc ça c'est très important. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est bien du coup, c'est que tu vois, ça s'appelle l'expérience en fait. Ouais. Le premier, tu imagines que tu l'avais pas fait et maintenant tu ajoutes des choses et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans tout ce qu'on fait en fait, c'est qu'on apprend aussi en faisant. Et si tu le fais pas, tu peux pas y arriver en fait. Ose, lance-toi et après tu t'améliores au fur et à mesure. Ouais. Et voilà, t'es au 9e et forcément t'as amélioré plein de choses. Ouais. Ok, et c'est quoi du coup tes sources d'inspiration? Parce que du coup j'imagine que le culinaire amène ce que tu disais tout à l'heure, voilà la fleur violette dans ton mariage et qui va se retrouver dans tes photos culinaires après, etc. Comment tu t'inspires au quotidien? Moi je fais une école d'art. Donc déjà je vais régulièrement voir des expositions. Moi j'aime beaucoup la peinture, donc je passe beaucoup de temps dans les musées. Je regarde beaucoup de tableaux. Je regarde pas tant de photos. Alors je vais te dire un truc. En fait la photo en réalité ça me parle pas tant. La photo des autres, je veux dire. Enfin voilà. Il y a que les tiennes qui te parlent. C'est ça non, pas du tout. Non. Il y a des photographes que j'adore, mais tu vois par exemple une expo de Doisneau. Je me dis ok, donc la compo est très belle, très bien, mais genre la photo me parle pas plus. En fait, moi, je suis vraiment dans l'émotion, et c'est vrai que il y a peu en tout cas à ce jour, des expos que moi j'ai vues, il y a assez peu d'expos photos où vraiment je sors en me disant incroyable, c'était vraiment trop beau, ça m'a retourné, tu vois. Enfin vraiment, ça n'arrive quasiment jamais. Une expo photo, je la traverse en me disant ouais, là la compo est bien, ouais là nanana, ouais là blablabla, là j'aime bien tel détail, mais ça me provoque pas l'émotion. Tu décortiques les trucs, ouais. T'as pas l'émotion. Mais je ressens rien, ouais. Okay, et donc du coup, moi j'ai beaucoup de mal. Moi je marche beaucoup à ça quand même. Enfin, moi je m'intéresse à un truc, je vais m'arrêter. C'est pour ça que
j'aime beaucoup la peinture, je vais m'arrêter parce que devant le tableau, j'ai des émotions très fortes. Donc je m'arrête, je regarde, je détaille et tout. Et je cherche d'où vient mon émotion. Si j'en ai pas, je passe et je regarde pas plus que ça. Et c'est vrai que la photo, en général, les expos photos, ça me fait un peu ça. Donc j'en vois très peu. Par contre, j'aime beaucoup les expos de mode. Ça, je trouve ça passionnant. Tu vois, tous les volumes, les volumes, la façon dont les tissus sont assemblés, les textures, les matières et tout ça, j'adore. Ça m'inspire beaucoup. Après, évidemment, je me sers beaucoup d'Instagram. Je fais beaucoup de veille, ce qu'on appelle de la veille créative. Donc, j'ai vraiment, moi, j'essaye de pas scroller à l'infini parce que ça, moi, je suis la meilleure pour me perdre là-dedans. Donc, vraiment, je me fixe 1 heure par jour où je me dis, pendant 1 heure, je regarde de la photo culinaire aujourd'hui. Et puis après, le lendemain, pendant 1 heure, je regarde de la photo de mariage. Et après, le lendemain, pendant 1 heure, je regarde autre chose. Et vraiment, je me fixe 1 heure où je fais que ça. Donc, j'engrange des images, je regarde, je décortique comment c'est fait, etc. Souvent, là, les photos, ces photos de gens d'aujourd'hui, entre guillemets, là, elles me provoquent des émotions. Bon, pas toutes, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, j'y passe du temps. Et après, je regarde pas mal de films, pas mal de séries. Voilà, je m'inspire beaucoup j'aime beaucoup. Tu connais Downton Abbey? Non. Meilleure série du monde. C'est vrai? Et elle est incroyable. Okay, genre en termes de plan, de rythme, la musique est incroyable. Et vraiment, tout ce qui est, tu vois, les jeux de lumière et tout dans cette série, c'est incroyable. J'ai adoré la regarder pour ça. Je pense que je l'ai regardée 6 fois en entier déjà. Je regarde ça. Ouais, incroyable. Mais tu vas adorer en plus, c'est sûr. Et voilà. Donc, un peu tout ça. Et après, je voyage pas mal. Donc ça pareil, c'est hyper inspirant, tu vois, de sortir de... moi je vis à Paris, donc de sortir de Paris et de voir d'autres cultures, d'autres couleurs, les marchés, moi ça m'inspire beaucoup, les marchés étrangers. Puis après la façon dont les gens s'habillent, les couleurs de peau, plein de choses. Enfin moi au quotidien, tu vois, c'est vraiment quand tu voyages, je trouve que c'est incroyable de te mêler à tout, de tout regarder. Moi quand je voyage, je suis dehors à partir de 5h du matin, je ne rentre pas avant 1h. Enfin, vraiment, je passe toutes mes journées dehors à tout regarder partout, j'adore. Et du coup, tu fais combien de mariages par an? Combien de contrats t'as en culinaire? Alors, c'est assez bien équilibré en termes de chiffres. Je fais 10 mariages par an. Je veux pas en faire plus parce que, à une époque, j'en faisais plus. Et en fait, je vais te raconter une histoire. Attention. À l'époque où j'en faisais plus, en fait, un jour, je suis arrivée sur un mariage et je ne me souvenais plus du nom de mes mariés. Ouais. Et donc je suis arrivée, je me sentais tellement mal. Et tu sais, vraiment, j'avais un blanc. Enfin, genre, j'étais en mode merde, mais comment il s'appelle? Tu sais, genre, je rentre et j'étais là. Le mec était en face de moi. J'étais là, salut, oh là là, la gênance. Et tu sais, bon, c'est passé, ils s'en sont pas rendus compte, mais moi, je me suis sentie tellement mal et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Enfin, moi, il y a des gens qui y arrivent très bien, mais moi, je suis incapable de travailler de manière aussi déconnectée. Enfin, c'est pas possible pour moi. Enfin, moi, j'ai vraiment besoin d'être proche des gens, d'être dans la connexion, d'être avec eux, tu vois, de les soutenir, d'être engagée avec eux dans le truc et tout. Moi, mes mariés, le jour du mariage, personne ne touche à eux. C'est-à-dire que la moindre personne qui les emmerde, je suis là en train de dire excusez-moi. Par contre, vous sortez vous. Voilà. Laissez-moi marier tranquille. Merci. Vraiment, j'ai besoin, en fait, je peux pas travailler différemment. J'ai vraiment besoin d'être proche d'eux, etc. Donc là, autant te dire que quand je suis arrivée sur ce mariage, je savais plus comment il s'appelait. En fait, j'avais juste pas envie de travailler. Ni l'un ni l'autre? Non. Ah, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et je me suis dit, putain. T'avais pas un petit calendrier qui te rappelle? Du coup, après, j'ai cherché mes mails et tout, mais tu sais, vraiment un blanc, mais genre un truc, de l'espace, quoi. Ouais, je comprends. Et je me suis sentie hyper mal. Et donc après, j'ai retrouvé leur nom, évidemment, dans les 5 minutes et tout, il n'y avait pas de problème. Mais je me suis dit, c'est quand même pas normal qu'un truc pareil m'arrive, tu vois. Et franchement, je me suis détestée. Je me suis dit, non, mais là, je me suis dit, mais les pauvres gens, genre, ils ont une photographe qui arrive sur leur mariage, elle connaît pas leur prénom. Enfin, quel enfer. Ils savent pas. Non, ils savent pas, mais bon, enfin, tu vois, je me sentais quand même mal. Et je me suis dit, plus jamais, en fait. Et je savais que la solution à ça, c'était d'en faire moins, parce que du coup, comme j'en fais moins, après, moi, la façon dont je vis les mariages, en fait, je suis tellement engagée. C'est-à-dire que moi, vraiment, mes mariés, je suis avec eux, le premier call jusqu'à après le mariage. Moi, je suis pas la photographe où genre tu signes mon contrat et après on se parle plus, on se voit l'année prochaine, tu vois. C'est genre moi, je renvoie des mails. Comment ça va? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que je peux vous aider sur quelque chose? Je leur envoie des guides. Vous me dites si je peux vous aider, nanana. Tu sais, moi, ils me posent des questions du genre où est-ce que je peux acheter mes étincelles, mes machins? C'est quoi pour toi la meilleure référence de tel truc? À ton avis, si on fait telle sortie de truc, qu'est-ce qu'on achète? Nanana. Enfin, tu sais, ils me posent beaucoup de questions et je suis très engagée avec eux dans tous les détails et tous les machins. Ils m'envoient parfois les plans du lieu en me disant où est-ce que tu préfères qu'on fasse tel truc. Enfin, tu vois, ils sont vraiment... moi, je suis un peu DA
de leur mariage, tu sais. Et j'adore, enfin tu vois, moi j'adore bosser comme ça. Ils me font vraiment une confiance aveugle et c'est incroyable pour moi. Et en fait, pour avoir ce niveau d'implication avec mes couples, bah je peux pas en avoir 25, tu vois. Donc 10, ça, c'est parfait. Pour moi, c'est le nombre. Parfois, je fais 11, tu vois, si vraiment j'ai un gros coup de cœur. Mais je peux pas faire plus. Je sais que émotionnellement, je pourrais pas être aussi engagée. Et j'y arrive pas. Moi, j'ai vraiment besoin de les aimer d'amour. Donc, et je peux pas donner, tu vois, cet amour à tout le monde. Donc ouais, 10 par an. Je suis très contente. Après, le culinaire, il y a deux choses parce qu'il y a les workshops avec mon associé. Donc ça, on en fait 5 à 6 par an. Ça, c'est déjà pas mal en termes de rythme. Et après, j'ai mes contrats. Donc ça, c'est un peu aléatoire. Tu vois, il y a jamais trop. À une époque, je me disais, ouais, j'ai rien en début d'année. J'ai beaucoup entre mai et juillet. Après, il y a un creux et après, ça revient sur la fin d'année pour les fêtes. À une époque, je trouvais que ça marchait comme ça. En fait, c'est plus tant vrai. Maintenant, je trouve que c'est assez lissé sur l'année. Mais ça, j'en ai pas mal aussi. Après, j'ai pas mal augmenté mes prix. Donc, je signe quand même moins. Mais sur des trucs du coup plus intéressants, plus haut de gamme, qui me plaisent plus. Donc voilà. Et après, les marques, c'est un tout petit peu moins peut-être que le culinaire, mais j'ai encore. Et là, elles me trouvent principalement, tu sais, moi je suis inscrite sur la plateforme qui s'appelle Malte. Et c'est surtout là qu'ils viennent me contacter, généralement parce qu'ils ont vu mon travail chez quelqu'un d'autre. Pinterest, non? Non. Ah non. Alors moi déjà, moi j'ai du mal à être régulière sur Instagram, donc... Ça se délègue. Ouais. C'est ça qui est bien. Bah, moi, j'ai du mal. Parce qu'en fait, mon compte Instagram, il est tellement incarné que... Non, mais sur Pinterest, ça pourrait, je sais pas, j'imagine que tu pourrais faire, ça marcherait de ouf. Tu veux dire faire un Pinterest en déléguant à quelqu'un? Peut-être. Mais j'avoue que moi, je connais pas trop les rouages, enfin, je sais pas trop, ce qui marche bien sur ce réseau, donc, Après, moi, les mariages, ça marche bien, par Instagram, quand même. Oui. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un mot de la fin à dire avant de passer aux questions que je t'ai pas envoyées? Là, je stresse parce que du coup, je suis pas bien. Elle est de la team très organisée. Hein. Ouais, je suis pas bien. Parce que j'ai pas préparé, je me sens pas bien. Mot de la fin, un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais que je trouve très important dans le métier de photographe, c'est de s'entourer. C'est sûr. Ouais, de bien s'entourer. Ouais, dans tous les métiers, bien sûr. Mais d'autant plus les métiers où on a tendance à être isolé quand on se lance. Vraiment, allez trouver votre tribu. Donc, faites des workshops, prenez des cafés, faites des apéros, rencontrez des gens, faites-vous des potes. Et vraiment, créez-vous un cercle de gens qui vont vous entourer. C'est vraiment très, très, très important. Ouais, je valide. Ok, alors je sais pas du tout ce que je vais te demander. Ça va venir au feeling. Ah bah parfait, je t'écoute. Tu vois? C'est quoi la pire expérience que tu as eue en mariage? Oh mon Dieu. Tu sais que ça, j'ai vraiment envie. Je pense que je vais faire une story là-dessus. Je vais faire un épisode ou plusieurs épisodes avec ça en mode anonyme et en mode... Ok. J'aimerais trop avoir, tu vois, des épisodes vraiment un peu genre, je sais plus, comme un balance tes mariés ou je sais pas quoi là. Je sais plus quel concept. Bon, pire expérience, ça n'a jamais été avec mes mariés vraiment. Là, je vais te raconter ce que je t'ai raconté tout à l'heure en off. J'ai eu un mariage l'année dernière mais je pense que c'est bien de parler en vrai, parce que je pense que ça peut sensibiliser sur le sujet. J'ai eu un mariage où le témoin du marié était extrêmement pénible. C'est-à-dire que du début à la fin, il m'a vraiment collé, il me faisait, tu vois, le genre de mec, vraiment une blague lourde de l'enfer, toujours derrière moi, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, à me faire des blagues de merde, à me faire des réflexions qui servent à rien, enfin bref. Et à l'époque, c'est plus trop le cas maintenant, mais à l'époque, je savais pas trop comment me positionner. Enfin, je me disais, là, en fait, dans ma vraie vie, le mec, ça fait longtemps que je lui aurais mis un taquet et que je lui aurais dit, en fait, barre-toi mon gars parce que tu me saoules. Et là, j'osais pas. Enfin, j'étais vraiment en mode, en fait, je suis en presta, il faut que je reste professionnelle, faut pas non plus que je m'énerve, voilà. Donc, je savais pas, en fait, j'étais vraiment entre deux. Et donc, du coup, je pense que je l'ai pas suffisamment recadré, quoi. Donc, le mec s'est dit, que la porte était ouverte, quoi. Et donc, il m'a vraiment saoulée, genre, par exemple, sur le dance floor, je me déplaçais, pour faire une photo, quoi. Quand les gens dansaient, et je sentais qu'il me suivait du regard. Enfin, tu vois, il y a vraiment un truc, c'était lourd, quoi. C'était pénible. Et, au moment de rentrer chez moi, je sors sur le parking, et, du coup, j'avais mon matos et tout, et, mon matos sur mon dos, quoi. Et j'attends mon taxi dans le noir, sur le parking, et qui arrive derrière moi.
Et donc, en plus, c'était complètement bourré. Enfin, tu vois, ça n'avait vraiment aucun sens. Et donc, il arrive et je comprenais pas la moitié de ce qu'il me disait. Mais bon, je sentais qu'il y avait voilà, c'était lourd, quoi. Potentiellement, ça pouvait mal se passer. Et je l'ai vraiment très mal vécu. Enfin, j'ai eu peur, déjà. Honnêtement, j'ai eu peur qu'il me fasse du mal. Et puis, vraiment, je me suis dit, en fait, ça devrait pas arriver, ces trucs-là. Enfin, et ça a été vraiment, le truc que j'ai le plus mal vécu. J'ai mis du temps à me comment dire, pas à m'en remettre, tu vois, on peut pas dire parce qu'il s'est rien passé, mais à digérer ce truc-là et à me dire, sur mes autres mariages, il faut pas que ça m'arrive. Donc comment je peux adapter le truc et tout. Et j'ai mis du temps après à m'adapter parce qu'évidemment que sur les mariages, moi il y en a toujours un qui vient m'emmerder. Donc c'est un truc que je subis quand même pas mal. Là, ce jour-là, ça allait trop loin et à tel point que je me suis dit bon là, il faut que je mette en place des trucs pour plus que ça arrive, quoi. Et donc là, j'en ai toujours qui m'emmerdent, mais maintenant j'ai acquis le truc grâce à ça. Comment tu fais alors maintenant ? Maintenant, je m'en fous. Je mets des taquets. Je me dis tant pis, ça me rend pas moins professionnel de dire à un mec lâche-moi, en fait. Enfin, vraiment. Et après, c'est juste un peu chiant parce que tu vois, quand c'est les témoins, mine de rien, moi, les témoins, c'est un peu ton crew. C'est eux qui mettent l'ambiance, c'est eux qui savent tout, qui ont toutes les infos. Si jamais tu te mets un témoin à dos, franchement, c'est chiant. Après, pour le mariage. C'est lui qui te met. Oui. Non, mais bien sûr, je dis pas que c'est ma faute, mais je veux dire que c'est pas fluide, quoi, du coup. Oui, c'est sûr. Donc c'est toujours un peu délicat, mais maintenant, voilà, j'ai plus de problème de positionnement. Maintenant, je me dis tant pis, quoi. Bah oui. Et surtout, je me dis que, en fait, je pense qu'avant, ma peur, c'est de déranger mes mariés. En fait, qu'ils voient qu'il y a un truc qui se passe mal et qu'ils se sentent pas bien. Ça, c'était aussi un de mes soucis. Et en fait, maintenant, je me dis, tant pis. Après, s'ils ont des amis qui sont cons, ma foi, c'est pas de ma faute, tu vois. Donc voilà. Ça, c'est mon pire. Ma pire expérience. Ouais. Okay. C'est quoi réussir pour toi? Alors, c'est une bonne question. Je pense que réussir, c'est trouver un bon équilibre entre être une bonne personne, faire des choses qui te satisfont au quotidien dans ton travail, sans oublier de vivre pour les bonnes choses. Donc pour ton entourage, tes amis, ton couple, ta famille. Voilà. Est-ce que tu as réussi du coup? Je crois que c'est en bonne voie. Ouais. Parfait. Et si t'as écouté les derniers épisodes, tu sais que j'aime bien cette question. Je trouve qu'elle ressort tellement de choses de fou. Enfin, en fait, j'adore finir par cette question. Mais c'était dans quel âge t'as la pire période de ta vie? Je vais y arriver à parler. Quel âge a été la pire période de ma vie? Ouais. Je pense que la pire période, ça a été quand j'étais adolescente, vers mes 14 ans. Parce que j'étais vraiment dans un entre-deux de... Ça fait très prétentieux de dire ça, mais j'étais vraiment dans un entre-deux de trop avancé pour mon âge, et du coup pas en accord avec les autres. Et en même temps, je l'assumais pas, et je me sentais pas assez... je sais pas comment dire, c'était pas un truc que j'assumais. Et du coup, je le vivais très mal de pas être comme les autres, et j'étais assez rejetée, en vrai. Enfin, j'étais assez... Déjà, j'étais sensible, donc je pleurais facilement. C'était très facile de me faire de la peine et tout, donc autant te dire que les gens s'en donnaient à cœur joie. J'avais pas tant d'amis, en vrai, sur cette période-là, donc c'était mes 13-14 ans, c'était genre le milieu du collège. Mes 2 premières années de collège, je pense. 2-3 premières années. Et après, ça a vraiment changé. Déjà, ma 3e, ça allait mieux, et après, au lycée, là, ça a complètement switché, et là presque je suis devenue moi-même une peste. C'est genre la personne, ouais, horrible. Tu sais, des fois j'y repense maintenant et je me dis mais j'étais horrible. Enfin genre il y avait vraiment des gens, enfin tu sais, c'est moi qui suis devenue la personne qui faisait pleurer les autres en fait, donc horrible. Et mais je pense qu'à l'époque je me suis dit en fait c'est soit ça soit voilà, donc choisissons le truc qui fait le moins de mal, quoi. Et du coup je suis devenue cette personne un peu horrible. Et après mais du coup j'ai passé des bonnes années. Enfin, j'avais des bons amis, on rigolait bien, aux dépens d'autres gens malheureusement, mais malgré tout, voilà. Et voilà. Donc aller au collège, quand je me suis sentie assez rejetée et pas à ma place et pas très pas très alignée avec les autres. Ok, et tu lui dirais quoi à Mélodie qui avait 14 ans alors? Que tout passe. Et
que c'est pas grave. Parce qu'à l'époque, je le vivais vraiment comme un drame, tu vois, j'étais vraiment en mode, mais je m'en sortirai jamais, je me sentirai toujours comme ça, je serai jamais à ma place, je serai jamais ci, je serai jamais ça. Et en réalité, tout a une fin, enfin, tu vois, c'est que des passades. Et maintenant, même, c'est un truc que je retiens vachement pour maintenant, où quand je me sens pas bien, je me dis, bon, bah, je me sens pas bien aujourd'hui, il y aura toujours demain, c'est pas grave, et tout passe. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour le partage, merci pour tout. Bah, de rien. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Et à très vite pour peut-être autre chose, on sait pas, on verra. Bye. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et inspiré autant que moi. Si c'est le cas, partage-le autour de toi en nous taguant Mélodie et moi, ça nous fera trop plaisir. Tu peux aussi t'abonner au podcast et mettre 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.